Ici Folie Douce, le podcast qui parle genre, culture et santé mentale. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Chloé Delhomme, Yoa et Amélie Bonin. Je pense quand même que c'est important, un artiste qui n'a pas peur en vrai, et qu'on n'est pas les métiers les plus compliqués du monde et que le seul micro-impératif qu'on peut se donner quand même, c'est de ne pas avoir trop peur de dire ce qu'on a dans la tête et d'aller au bout de nos idées, enfin juste de dire ce qu'on a envie de dire, tout simplement. Je suis fou. Leave Benny alone! Pas la salpêtrière! C'est des tweets qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Le dialogue, en fait, Calmez-vous. fait avancer le monde. I'm not angry at all! Je me calme si je veux. Je ne suis pas folle, vous savez. Dans Folie Douce, on aborde parfois des sujets difficiles, même si ça sera jamais graphique, promis. Si vous traversez une période compliquée, n'oubliez pas, vous pouvez appeler le 31 14. Salut tout le monde! Vous vous apprêtez à écouter un épisode que j'ai enregistré il y a quelques mois dans le cadre du festival Equal organisé par Spotify. Equal est une opération qui permet de mettre en avant exclusivement des femmes musiciennes. Et vous me connaissez, moi on me dit qu'on met en avant exclusivement des femmes, évidemment j'accours. Vous allez donc écouter une table ronde dont l'objectif est de prendre le pouls de la santé mentale des femmes dans l'industrie de la musique, mais aussi du cinéma et de la littérature. Mes trois invités sont Yoa, la chanteuse musicienne géniale que vous connaissez puisque vous l'avez déjà entendue dans Folie Douce, Chloé Delhomme, écrivaine, féministe, fabuleuse, qui est un peu la marraine de Folie Douce car elle était l'invitée de mon premier épisode, et puis la cinéaste Amélie Bonin, réalisatrice du film Partir un jour. Avec elle, on a discuté de comment aller bien dans une industrie encore profondément sexiste, comment aller bien quand on crée, comment aller bien quand on partage ses créations, quand on se confronte au monde, aux regards et aux réseaux sociaux. Ce jour-là, avec nous, il y avait un public composé de jeunes artistes venus en prendre de la graine. Et franchement, je sais que vous aussi, vous serez inspirés par ce qu'on s'y raconte. Vous verrez, cet échange est passionnant, plein d'humour et de vrais conseils, dont je retiens le principal, quoi qu'il arrive, coller à soi. Bonne écoute. Prenez soin de vous et rendez-vous de l'autre côté avec Amélie Bonin, Chloé Delhomme et Yoa. Merci pour l'introduction, merci à vous toutes et tous d'être ici. Bonjour Chloé, bonjour Amélie, bonjour Yoa. T'inquiète pas Chloé, t'as le temps, je vais faire une petite intro. Mais j'aime bien saluer avant de mettre mon tunnel, tu vois. Je trouve ça bien qu'on vienne de remettre des chiffres. C'est hyper important en fait de rappeler cette existence d'un plafond de verre. Enfin voilà, tant qu'on n'a pas entendu qu'il y a que 24% de meufs dans les festivals de musique, on peut croire que ça a changé parce qu'on voit Clara Luciani et Théodora en immense sur la bourse. On se dit ouais, ça y est, les meufs ont gagné. Pas du tout en fait. Par exemple, on n'est plus payé depuis quelques jours. Vous êtes probablement au courant. Il y a encore tellement de différences, tellement de discrimination. Et à chaque fois qu'il y a une initiative qui va dans le sens de mettre en avant que des femmes, j'accours parce que je trouve ça super. Donc merci à Spotify et merci à Equal, ce programme qui existe depuis 5 ans, d'exister. Après, la bonne nouvelle, je pense, c'est que les choses avancent. Moi, ça fait 10 ans que j'interviewe que des femmes. J'ai commencé comme ça. Et je vois à leur micro des femmes qui racontent l'évolution de leur carrière, de leur vie, de leurs rencontres. Et je vois à travers ces témoignages quand même que la société bouge. Et surtout qu'il y a de plus en plus de meufs incroyablement fortes, puissantes, inventives, qui créent des rôles modèles. Et je crois vraiment énormément à ça. Plus il y aura de meufs en haut de l'affiche, plus il y aura de meufs en haut de l'affiche, en fait. C'est pour ça que cette conversation a été organisée. C'est pour ça que je suis entourée de 3 artistes hyper talentueuses. La musicienne, compositrice, interprète de génie, Yoa, qui nous régale avec son premier album, La Favorite. J'aime tellement ton album, je l'écoute en boucle, Yoa. Merci infiniment d'être là. Je propose qu'on l'applaudisse hyper fort. La réalisatrice Amélie Bonin, qui a ouvert le Festival de Cannes et cassé le box-office avec son film Partir un jour, son premier long métrage starring Juliette Armanet. Merci d'être là, Amélie.
et l'écrivaine Chloé Delhomme, qui nous subjugue de sa littérature depuis déjà quelques années et qui vient de publier « Ils appellent ça l'amour » aux éditions du Seuil. C'est vraiment trop bien que tu sois là, Chloé. Merci d'être ici. Ce que je trouve génial, c'est que vous incarnez chacune déjà un endroit de l'industrie culturelle différent, la musique, le cinéma, la littérature. Vous incarnez aussi des générations différentes. Et j'ai envie qu'on parle ensemble comment on fait sa place, comment on la garde, et puis comment on tient en termes de santé, notamment mentale, quand on est confronté à la violence patriarcale au quotidien. Avant de commencer, je vais vous poser ma petite question rituelle. Comment ça va aujourd'hui, genre, vraiment ? Yoa, tu veux commencer ? Oui, grave. Franchement, ça va super bien. Ça fait 2 jours que, perso, dans ma vie, je me sens très très bien. 2 jours ? Non, mais ça fait 2 jours que je me sens particulièrement apaisée. Trop bien. C'est dans la continuité de cet apaisement. Merci à toutes d'être là, à tous aussi, mais surtout à toutes. Il y a plein de visages que je connais, que j'écoute au quotidien, que j'ai pas encore rencontré ou déjà rencontré. Enfin, je suis trop contente d'être ici de parler pour tout le monde ici. Je vais pas parler que pour moi. Je vais essayer de dire un peu des expériences dont on s'est toutes plus ou moins parlé pour celles avec qui j'ai déjà conversé. Et merci beaucoup d'être là et de faire vivre cette industrie, quoi. Voilà. Merci Yoa. Comment ça va, Amélie ? Genre vraiment, évidemment. Vraiment, ça va plutôt bien. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, enfin un de mes fils. Et en fait, ça fait de cette journée une très belle journée. Ça me rappelle, c'est mon premier enfant, j'en ai 2. J'avais 27 ans quand je l'ai eu et je m'attendais peut-être à plein de choses sur la maternité, mais je n'attendais pas ce qui s'est produit, à savoir une espèce de force que ça m'a donnée. Et j'ai l'impression que l'envie et le sentir que ça allait être nécessaire d'aller au bout de ce que j'avais envie de faire est né aussi avec ce petit garçon. Donc je le salue intérieurement. Eh ben, on le salue aussi, nous toutes, avec plaisir. Merci Amélie. Chloé, comment vas-tu ? En vrai, ça va, mais en tant que bipolaire, je suis un peu en phase maniaque, donc ça va hyper bien, du coup. J'ai dormi 2 heures par jour depuis une semaine, c'est la fête. Je vais me taper un crash la semaine prochaine qui va pas être piqué d'hanneton, mais bon. Donc ça va, je suis très contente d'être là, et puis voilà. Merci pour ton partage, Chloé. Et je tiens à préciser que c'est hyper important ce que tu viens de faire là, avec énormément d'humour et de nonchalance, mais tu fais partie des rares personnes qui parlent de santé mentale, de troubles psychiques de façon ouverte dans les interviews, mais aussi dans ta littérature depuis longtemps. Et tu as vraiment participé à cette prise de conscience aujourd'hui, quoi, autour de ces sujets qui sont moins tabous, qu'on arrive à traiter avec autre chose que, je sais pas, de la médecine et du sérieux. Donc, merci pour ça. Je t'en prie. Et tu es radieuse par ailleurs. Je trouve qu'il faut quand même commencer par s'interroger là. Je trouve que c'est une question en fait qui est hyper intéressante quand on est une meuf, de se poser la question finalement, est-ce qu'on a envie qu'il y ait des programmes particuliers pour mettre en avant les meufs ? Est-ce qu'on trouve que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on va pas finir par se poser la question, oui mais je suis là parce que je suis une meuf, oui je suis aidée parce que j'ai besoin d'être aidée. Toi par exemple Yoa, l'idée qu'il y ait des programmes qui poussent particulièrement les femmes dans les festivals, dans l'industrie, est-ce que tu crois que c'est quelque chose de nécessaire qui aide vraiment, ou est-ce qu'à l'inverse tu as peur que ça aussi t'enferme dans l'étiquette de genre, quoi ? Moi, en général, je trouve que ça fait partie de l'histoire avec un grand H des luttes, de trouver des lieux de rassemblement entre communautés pour pouvoir faire front. Donc moi, ça me choque pas du tout, au contraire. Je trouve que la non-mixité, c'est quelque chose de très souhaitable et de très nécessaire. Donc moi, non, ça me dérange pas du tout. Moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous complètement. C'est qu'on me choisisse pour mon genre, encore heureux, puisque voilà. Et non, mais c'est vrai que ce que tu disais là, concrètement, on n'est plus payé depuis je sais pas combien de jours. Et pour les femmes racisées, d'ailleurs, c'est depuis le mois d'août. Depuis le mois de juin, je crois, ouais, de mois d'août. Ah, de juin. Non, t'as raison, j'ai pas le bon chiffre, mais oui. Voilà.
Donc, non, moi, je pense que c'est nécessaire et que c'est très bien. C'est pas un truc honteux du tout. Et ça aide, ça aide. Tu parles de la non-mixité dans les milieux militants, mais on sait que c'est des espaces aussi où... D'ailleurs, c'est un peu la façon dont tu as commencé la rencontre en disant, parce qu'il y a plein de femmes artistes dans la salle, je le dis pour les personnes qui vont écouter peut-être le podcast ou regarder la vidéo plus tard, on est en train de s'adresser à une salle qui est remplie de femmes de l'industrie de la musique. Et le fait de partager son vécu, son expérience avec des personnes qui ont des vécus similaires, en soi, c'est un acte qui te donne de la force. Oui, complètement. Et c'est vrai ce que disait Julie dans sa présentation tout à l'heure, et même toi, plus il y a de femmes tête d'affiche, plus il y a de femmes tête d'affiche. Moi, je pense que j'aurais été plus... si j'avais vu plus de gens me ressembler, plus de discours... je sais pas plus de discours dans lesquels je me voyais en grandissant à la télé ou sur Internet, j'aurais gagné du temps avec moi-même, j'aurais gagné du temps. Voilà. Ouais, tu te ressentis moins seule. Oui, complètement. Amélie, je me tourne vers toi parce que dans le milieu du cinéma, il s'est vraiment passé quelque chose. En fait, on ne peut pas dissocier le mouvement MeToo du milieu du cinéma. C'est quand même là que les actrices ont commencé à parler. On sait que c'est une des rares industries culturelles en France où il y a eu vraiment des véritables mesures qui ont été prises, notamment poussées par le collectif 50-50 pour 2020. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les films qui ont une fiche technique vraiment paritaire bénéficient de subventions supplémentaires. Donc c'est assez cool parce que c'est pas des sanctions, c'est plutôt des encouragements par l'argent. Je pense que ça a quand même changé le visage du cinéma français. Comment tu vois ces mesures-là ? Est-ce que tu penses que ça a été effectivement salutaire ? Ah bah oui, ça se voit très concrètement. Après, moi j'ai hyper hâte d'un moment que j'espère où, sans avoir besoin de quoi que ce soit, ça ira de soi. Qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait au moins autant de femmes. Enfin, j'aimerais que ce soit naturel. Force est de constater que pour le moment, ça ne l'est pas. Et que du coup, si on n'en passe pas par des choses obligatoires comme ça, ça fonctionne pas en fait. Après, je suis aussi d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que plus il y en a, plus il y en a. Parce que spontanément, on constitue nos équipes avec des femmes, on écrit des récits qui mettent en scène des femmes, et donc de fait, ça commence à fonctionner. Mais c'est vrai que là, par exemple, concrètement, quand tu parlais de chiffres, parce que des fois, on pourrait se dire, en effet, en fait, chaque femme en haut de l'affiche invisibilise aussi toutes les autres. Il y a un double effet un peu pervers qui donne l'impression qu'on est arrivé. Et ouverture du Festival de Cannes, il y a 3 femmes. Ça fait plus de 70 ans qu'il existe. Donc c'est bien aussi de se rappeler de temps en temps que concrètement, quand on ne met pas en place des choses, en tout cas pour le moment, ça ne fonctionne pas. Après, bon là en l'occurrence, il n'y a pas de quota pour cette place-là, mais c'est indispensable. Mais c'est vrai qu'on voit que ça bouge et en même temps, c'est encore tellement lent. Enfin, c'est comme si, pour nous, MeToo, à la seconde où ça a été prononcé, ça s'est enclenché direct. Et du coup, ça paraît tellement lent à se mettre en branle. Mais bon, on va y arriver. Ouais. Mais c'est vrai que le milieu du cinéma, c'est assez sidérant. Et comme tu viens de le rappeler, je crois que tu étais la 4e réalisatrice à ouvrir le Festival de Cannes. Je crois que dans toute l'histoire du Festival de Cannes, il n'y a eu que 2 voire 3 maintenant, palmes d'or décernées à des femmes. Enfin, c'est complètement délirant. Et ce que je trouve aussi passionnant, c'est que à travers l'action des femmes du cinéma, et vraiment je salue le collectif 50-50 pour 2020 qui a fait un travail hallucinant avec beaucoup d'AG, beaucoup de collectifs, le fait d'avoir corrélé les violences sexistes et sexuelles avec l'invisibilisation des femmes sur les plateaux de cinéma, c'était ça aussi qui était, je pense, clé, une espèce de lutte commune à la fois contre les violences mais aussi pour l'embauche et le travail des femmes. Oui, puis c'est intéressant de voir en termes de travail pur, donc sur un plateau de cinéma, on doit élire des représentants, des représentantes pour les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire des gens vers qui on pourra aller s'il nous arrive quelque chose pendant le tournage ou avant, pendant toute la préparation d'un film. Et donc au moment de faire ce vote avec la première assistante du film, on se demande comment on va faire, et donc on décide de proposer
3 personnes, chacune étant représentante aussi d'un certain niveau hiérarchique, parce qu'il y a quand même de la hiérarchie sur un plateau de ciné, en se disant, et je lui rends grâce parce que c'est Laura, ma première assistante, qui m'a soufflé ça, que en fait, s'il nous arrive quelque chose alors qu'on est stagiaire et que la représentante des violences, c'est la productrice, bah, on va pas aller la voir. Donc ça oblige, c'est toutes les choses découlent les unes des autres et on pense notre métier. J'ai l'impression que le cinéma est aussi un secteur où on a été amené à beaucoup penser, sûrement parce que c'est visible et que c'est beaucoup regardé, à penser, à questionner, à organiser la façon de travailler de manière plus juste à plein d'égards. C'est pas seulement une question de parité. C'est bien connu que le féminisme amène souvent à tout réagencer. Il faut complètement bouger les meubles dans la pièce pour que ça se passe mieux. Toi, Chloé, je vais quand même présenter parce que toi, tu as vraiment défriché le terrain à la machette. T'es arrivé bien avant MeToo et avec un propos qui a tout de suite été un propos féministe, radical, parce que t'as une plume incroyable et un talent inouï. Tu t'es très vite fait une place dans le milieu littéraire, dans le milieu éditorial français, qui est un milieu ultra patriarcal. Je pense que le mot est faible. Et pourtant, sans jamais faire la moindre concession sur tes textes, sur les idées que tu défendais. Et aussi dans un endroit où finalement, il n'y a pas d'initiative comparable pour mettre en avant véritablement le travail des femmes. Quel regard tu as sur tout ça? Est-ce qu'on devrait faire ce travail-là, par exemple, en littérature? En littérature, par exemple, le conte du Balance ton éditeur, ils ont levé un dos, un vrai dos, et puis après, c'est des remarques du genre, les femmes enceintes, je les confonds toutes. Bon, ça reste très anecdotique finalement. C'est-à-dire que l'édition est un milieu où il y a une énorme reproduction sociale, c'est un milieu ultra bourgeois. Et avec du coup une espèce, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pouvoir à proprement parler. Un bouquin, ça coûte rien, on l'écrit tout seul. L'éditeur a pas un pouvoir fou sur quiconque. Les auteurs entre eux, après, ça va être du relou, de la drague lourde dans le pire des cas, mais il n'y a pas de... Comme les doses qu'il y a, c'est pas comparable en fait. Donc c'est plus ce que j'ai vécu moi, du sexisme ordinaire, de l'invisibilisation, une façon de me prendre pour une gourdasse a priori systématiquement, surtout que j'ai commencé, j'avais 26 ans, donc puis je gueulais tout le temps, donc c'était compliqué. Et sinon, c'est plus ce qui est chouette, c'est l'évolution de la place de l'écrivaine. Alors autrice, ça a été une lutte de tous les instants. Parce que moi, je l'avais sur la 4e de couve de mon premier bouquin, mais on a eu droit à des choses, tout ce qu'on sait de stupide, ça sonne pas bien, c'est moche, ça fait autruche, mais what? Ça peut être très, 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 très stupide, hein, les arguments qui sont amenés en face, comme pour les féminisations de métiers, enfin. Et puis nous, on a un truc aussi, c'est que on a l'Académie française. Donc on est vraiment, c'est la République bananière des lettres en fait, c'est un truc hyper, c'est Jurassic Park. Mais il y a avec MeToo, il y a eu un truc quand même sur la prise de conscience que nous avions un cerveau et surtout la fin des tables rondes et autres festivals sur le féminin, écriture féminine. Où là, c'était la porte ouverte au délire le plus absolu. Ouais, j'écris un peu moins maintenant, mais il y a beaucoup de vers blancs dans mon travail, donc des alexandrins, donc il y a un flux, il y a un rythme. Et j'étais prise en tenaille entre un organisateur d'un certain âge et un auteur hyper vieux slip qui est mort depuis. Et le premier me dit oui, il y a un flux, on sent la féminité dans le flux. Et l'autre enchaîne en disant il y a que les femmes pour avoir ce flux. Donc je conclus pourquoi, parce qu'on a nos règles. Et là-dessus ils acquiescent. Voilà, ça c'est 2002. Bon, plus jamais une chose pareille ne peut se produire. Donc et puis il y a aussi que ils sont morts ou ils sont à la retraite, ce qui était problématique.
Donc, C'est un renouvellement générationnel ouais, je fort crois bienvenu. à mon avis, par rapport à la musique ou au cinéma, on morfle moins. Et puis, il y a pas mal de... Alors, on a moins de prix, mais il y a moins de prix. Mais il y a beaucoup de femmes dans le roman et dans la poésie aussi. Ouais. Mais quand j'ai commencé en 98-2000, premier bouquin... Enfin, au début, c'était des revues, donc vraiment de la poésie. On était 3 filles sur ma génération pour le milieu expérimental. Les Schtroumpfettes, quoi. Ouais, il y avait Laure Limongi, Nathalie Quintane qui était l'aînée, Vanina Maestri, c'est tout. Et Nathalie Quintane et Vanina Maestri sont mes aînées de 5 à 10 ans. C'était excessivement compliqué. Et l'une comme l'autre, Laure Limongi et moi, on était renvoyés au fait que nos compagnons étaient, elle, un éditeur, moi, un écrivain qui avait déjà fait des livres et on partageait la revue et donc on était les femmes des chefs. On n'avait pas d'identité propre, on était là. Et puis la suspicion de la coucherie aussi. Où mon premier ouvrage, c'était Michel Surya qui l'avait donné à l'éditeur. Et du coup, j'étais la maîtresse de Michel Surya. À l'époque, je me finançais par le putanage. Je serais pas sortie avec un type de 50 balais même pour être publié, alors que je pouvais me faire plein de sous. Donc, ouais, mais tout ça, vraiment... C'est vraiment le sexisme ordinaire que tu nous décris, quoi. C'est tous les mécanismes habituels. Voilà, elle est con, elle a couché, et puis elle a ses règles en plus, quoi. Donc, c'est compliqué. Et oui, ça a évolué. Et d'ailleurs, je voulais aussi signaler que tu diriges... Enfin, t'as une collection féministe au point. C'est pas ma collection. Non, tu diriges un certain nombre d'ouvrages qui sont publiés voilà, au point dans la collection féministe, la petite collection Violette, là où il y a beaucoup de livres très cool qui sont traduits, notamment les miens. Enfin, pas traduit, mais publié en poche. Et tu fais des collectifs pour parler d'un sujet de façon transversale. Là, tu viens de sortir Nulle y part et alors, un livre où plusieurs femmes parlent de leur expérience de ne pas avoir d'enfants. Et je pense que c'est aussi un bon symbole de ce qui s'est produit dans le monde de l'édition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une multiplicité des récits. On va mettre côte à côte, ça rejoint aussi d'ailleurs ce que disait Yoa, des expériences différentes de meufs avec des trajectoires différentes pour dire que voilà, il n'y a pas la femme sans enfant. Il y a plein de voix de femmes et toutes ces voix valent la peine d'être écoutées en quelque sorte. On sort du stéréotype, quoi. Ouais, j'avais fait Sororité en 2019. Sororité. On avait envie de retravailler sur quelque chose qui soit un outil. Et avec le réarmement démographique, je me suis dit que c'était peut-être nécessaire, quoi. Merci Chloé pour ça. Voilà. Mais justement, on en arrive à l'écriture et c'était un peu le deuxième volet que je voulais aborder avec vous. Finalement, est-ce que quand on est une femme, on est libre d'écrire, de créer, d'inventer véritablement ce qu'on a envie d'inventer? Est-ce qu'on n'a pas une espèce d'assignation de genre quelque part? Est-ce qu'on a vraiment la possibilité de tout dire, de tout écrire, de tout créer en tant que femme? Amélie, je me tourne vers toi parce qu'il y a un détail que je trouve super intéressant dans ton film. Donc, c'est l'adaptation d'un court-métrage. Et entre le court-métrage et le long-métrage, tu as changé le genre du personnage principal. Tu t'es rendu compte que tu avais instinctivement presque, ou sans inconsciemment, créé un héros masculin. Et tu t'es dit, zut, mais pourquoi le héros, l'héroïne ne serait pas une femme? Qu'est-ce qui se joue, en fait, au moment de la création, au moment de l'écriture? De quoi il faut se débarrasser? De plein de choses. Moi, je pense qu'on peut tout écrire. Après, est-ce que tout peut aller au bout une fois que ça doit pénétrer une industrie, etc. J'ose espérer que oui, mais c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, on a plein... Enfin, en tout cas, moi, j'ai encore plein de réflexes... quand je pense que effectivement moi-même, le premier film que j'ai écrit avait un héros masculin uniquement par habitude, uniquement parce que vraiment verbalement on dit bon bah c'est l'histoire d'un mec, il lui arrive ci ou ça. Enfin c'est quand même, je veux dire, je suis une femme, je travaille dans une revue qui s'appelle La Déferlante, qui est une revue féministe. Enfin, je suis consciente du sujet et malgré tout, ça m'a pas empêchée de le faire. Donc après. Ce que j'avais pas mesuré, parce qu'à la base, du coup, je me suis dit, ok, le long métrage, ça sera une héroïne, aussi par obligation morale, enfin, en me disant, c'est pas possible de faire autrement. Et je m'étais pas rendu compte que d'un coup, ça change effectivement la perception des gens autour. C'est-à-dire que moi, ça m'a rendu plus libre, parce que j'ai écrit, je pense, des choses qui me ressemblaient plus. Ce qui veut pas dire que c'est de l'autobiographie, parce que on en parlait tout à l'heure avec Chloé, mais effectivement, j'ai l'impression que
on me pose beaucoup plus de questions sur le potentiel autobiographique de ce film, qui ne l'est en plus pas du tout. Enfin, évidemment, il y a de moi, mais comme dans n'importe quoi, plutôt que sur mon travail de mise en scène, de choix artistique. Et ça, je pense que c'est parce que je suis une femme. Mais ensuite, ce que je voulais dire, c'est que donc j'écris cette histoire. En l'occurrence, c'est l'histoire d'une femme dont on découvre dans les premières minutes du film qu'elle est enceinte et que c'est pas une bonne nouvelle. Et ça, pour moi, c'était la trajectoire du film. Je savais pas par où elle allait passer, ni comment ça allait finir. Ce qui était sûr, c'est que ce que je voulais raconter, c'était une femme qui arrive finalement à savoir ce qu'elle veut et à aller jusqu'à cet endroit-là, quel qu'il soit. Et ça, je pensais que ça n'avait rien ni de politique, ni de... C'était une histoire comme une autre. Et d'un coup, quand on commence à passer dans des commissions pour financer le film, quand on commence à parler à des gens qui ont lu le scénario, je me suis retrouvée avec des questions du type mais peut-être qu'on pourrait expliciter son non-désir d'enfant, peut-être qu'elle a eu un trauma dans l'enfance, alors que, enfin, chacun se raconte ce qu'il veut, mais pour moi, c'était vraiment pas le sujet. Et j'étais déconcertée par ces questions-là, auxquelles je m'attendais pas du tout, enfin, auxquelles j'ai répondu, mais vraiment, je trouvais ça... Et ces questions venaient de la part de tout le monde et n'importe qui. Et ce qui est aussi assez frappant, c'est que le film se termine sur cette question de l'enfant, pour moi, à un endroit très clair. C'est-à-dire la décision qu'elle prend de garder ou pas son enfant est évident pour moi quand on regarde le film. Et finalement, je m'aperçois que c'est clair pour une certaine catégorie de personnes, et puis pour une autre, qui sont en général des hommes de plus de 60 ans, ils ont une autre lecture de la fin du film. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une preuve tangible que on peut énoncer, on peut dire à voix haute, on peut épeler ce qu'on veut faire. Ça ne suffit pas. Ça ne marche pas. Il faut d'autres outils. Il faut... Des sous-titres. Exactement. Mais ce qui est aussi intéressant, et ça rejoint ce que disait Chloé, c'est que dans le cinéma, comme il faut beaucoup d'argent pour produire un film, t'es obligé de passer devant un tas de commissions et de convaincre un tas de mecs, en général, de l'intérêt de ton projet. Et je me souviens, quand j'avais échangé avec Virginie Despentes, qui a essayé de réaliser des films, elle avait dit, mais en fait, les films, j'arrête au moins mes livres, je les écris, il n'y a pas un vieux débilos qui vient remettre son nez dedans pour me dire, change ton personnage, refais ton scénario, etc. Et c'est aussi l'obligation de se confronter en permanence à un regard masculin. Donc j'imagine que ça doit être une lutte de chaque instant d'arriver à conserver son essence, le but de son projet jusqu'au bout de la production, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. En même temps, ça renforce aussi les choses. C'est-à-dire que ça nous force à voir ce qu'on veut pas forcément voir, c'est-à-dire que ça reste un problème, ça reste des questions, ça reste quelque chose qui n'est pas acquis, et donc ça renforce dans l'idée que ça sera comme ça et pas autrement. Et encore, mon film est pas très offensif, quoi. Enfin, donc on verra pour le prochain si ça passe d'être plus offensif ou pas. Oh, le teasing est incroyable. Yoa, je me tourne vers toi, et pour revenir à cette question de la page blanche, c'est marrant parce que, enfin, moi, j'écoute énormément de musique, j'écoute énormément de chansons françaises. J'adore les textes et je n'écoute que des meufs. Donc moi, je suis l'inverse des stats Spotify. Il y a 95% de meufs dans mes playlists. Est-ce que quand tu écris tes textes, quand tu composes ta musique, tu as l'impression de composer en tant que meuf ? Ouais. Ouais, et encore une fois, pour moi, ça n'est absolument pas un problème pour plein de raisons, et aussi pour une raison qu'on dit pas trop, mais qui est que du coup, je trouve que puisque la société déborde de discours, regards masculins, en fait, on a énormément d'histoires à raconter. Enfin, je trouve que entre nous, justement, pour la majorité des personnes dont je consomme la musique qui sont dans la salle, à chaque fois, c'est des discours qu'on n'a pas encore l'habitude d'entendre, des réflexions qu'on a entendues que par des biais masculins et ternis par un male gaze que nous, on n'a pas, en fait. Mais oui, moi, ça me dérange pas du tout d'écrire depuis mon
depuis mon genre, enfin, je considère qu'ici on fait toutes, vous faites toutes de la politique parce que c'est comme ça. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas du tout de le faire. Non, c'est vrai que comme ce que disait Amélie, moi j'ai beaucoup remarqué. Pendant ma création, moi, je suis concentrée sur moi. J'écoute très peu de musique en fait quand je suis en composition. C'est marrant parce que j'ai faisais un concert avec Mickey il y a genre 3 semaines et je lui disais que j'avais un peu du mal à écrire et elle m'a donné le meilleur conseil ever. C'est un très bon conseil qui est que quand on n'arrive pas à écrire ou quand on se sent un peu perdu, il faut penser qu'à soi en fait. Il faut chercher l'inspiration nulle part. Il faut revenir à ce qui essentiellement fait qu'on est nous-mêmes et c'est tellement un bon conseil, je trouve. Mais oui, pardon, je fais des divagations. Ouais, mais tu dis que l'intime est politique et oui. C'est trop bien que tu rappelles ça ici parce que je crois que c'est effectivement l'endroit idéal pour le faire. Oui, grave. Et oui. T'as ce point commun avec Mickey que je trouve aussi, enfin, moi pour être un peu votre daronne, hein, genre j'ai l'âge d'être votre daronne en tout cas clairement. Je sais que voilà, quand moi j'avais 20-25 ans, il n'y avait pas de meufs qui parlaient de masturbation, qui parlaient de leur rapport, je sais pas, au porno, à la drogue, aux mecs, qui avait cette espèce de liberté de ton que vous permettez dans vos chansons. Enfin, je fais un vous un peu générique, mais oui, t'appartiens un peu à une génération de meufs, je trouve, qui se permettent ça. Et je vois à quel point c'est politique, mais même pour moi, quoi, ça me fait tellement du bien d'entendre ces récits-là. C'est comme si, en fait, en plus, la musique, c'est tellement accessible. Savoir que ça va peut-être être diffusé au supermarché ou dans le taxi, c'est ça qui est, en fait, hyper puissant dans votre message. Oui, grave. Et effectivement, c'est bien d'insister aussi sur... Enfin, pour moi, le message de l'artiste, musicienne, il est aussi important parce que c'est un biais artistique qui est tellement accessible, qui nécessite rien d'autre que avoir la capacité d'entendre pour être ému par de la musique enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une force dans la simplicité de ce qu'on fait et qui fait que la portée politique de ce qu'on fait, non pas de dire forcément Macron, je t'emmerde en chanson, des trucs comme ça, c'est pas ça le truc, c'est que effectivement, ça devient politique d'avoir des jeunes filles de 20-25 ans qui vont dire sucer, parler de masturbation. Effectivement, comme tu viens de le dire, là, c'est très chargé politiquement et c'est important de le savoir et de le... Enfin, c'est important de le savoir puisque quand on le sait et qu'on l'assume, c'est d'autant plus agréable parce que c'est très nourricier. C'est très intéressant pour écrire. Et tu dois déverrouiller quelque chose pour révéler ces histoires que tu racontes dans tes chansons. Il y a un tabou, une forme de honte à lever quand tu écris ces textes. Je pense que moi perso non, parce que j'ai aussi eu une éducation hyper archi privilégiée, où moi je suis née dans le centre de Paris, j'ai eu des parents artistes, enfin je suis une énorme népo. Donc j'ai vraiment pas de... Enfin moi, ça allait aussi dans mon éducation que ce soit pas problématique de dire ce que j'ai envie de dire, mais parce que voilà, j'ai une éducation de bobo. Mais je pense quand même que c'est important, un artiste qui n'a pas peur en vrai, et qu'on n'est pas les métiers les plus compliqués du monde et que le seul micro-impératif qu'on peut se donner quand même, c'est de pas avoir trop peur de dire ce qu'on a dans la tête et d'aller au bout de nos idées, juste de dire ce qu'on a envie de dire, tout simplement. Donc non, moi je pense que c'est très important s'il y a des tabous ou s'il y a des envies d'auto-censure, mais qui vont pas dans un sens de... Parce que par exemple, moi je considère que je me vois pas m'approprier des discours que j'ai pas à m'approprier. Par exemple, je me vois pas... Enfin, je sais pas, je me vois pas faire le récit de la vie d'une personne grosse, d'une personne handicapée. Enfin, je me vois pas faire ce genre de choses, par exemple, parce que je considère que c'est pas à moi de dire certains récits et que les personnes concernées seront toujours meilleures de parler d'elles-mêmes que moi. Mais pour moi, ça, c'est pas du tabou, c'est juste encore une fois une conscience politique de qui je suis, d'où je parle. Et qui rend en plus mon expérience et mon écriture encore plus personnelle, encore plus sensible, puisque je parle de moi en fait. Et pour moi, on n'écrit jamais mieux
quelque chose d'universel qu'en parlant depuis un endroit très sensible, très sincère et voilà. Je suis grave d'accord avec toi. Plus les récits sont intimes, plus ils touchent à l'universel. Et est-ce que toi, quand tu arrives avec ton projet de disque, d'album, est-ce que tu es confrontée, comme Amélie, à des réunions où d'un seul coup, il y a des panels de mecs qui donnent leur avis sur ton écriture, sur... ouais. Oui, bien sûr. Et comment tu deals alors avec ça? Ça faudrait pas un petit peu atténuer? Là, c'est un petit peu trash. Il y a beaucoup de gros mots quand même. Eh ben, écoute, moi, bizarrement, c'est pas sur les gros mots qu'on m'a le plus fait chier. Parce que justement, j'ai l'impression qu'au contraire, il y avait un peu un truc de se dire ah ouais, elle dit des gros mots celle-là, alors que personne n'en dit, génial, voilà. Donc ça les faisait pas trop chier que je dise des gros mots. Non, j'ai l'impression que pour répondre à ta question, comment on fait pour se blinder contre ça? Franchement, au bout d'un moment, c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a une forme de résilience qui commence à se créer. Moi, je suis très fière aussi de qui je suis aujourd'hui en tant qu'artiste parce que mon artiste, c'est la preuve vivante de ma résilience, puisque j'ai été résiliente, on va dire, en faisant mon album, puisque effectivement, j'ai été confrontée à plein de personnes qui me disaient ça faut pas mettre et tout ça. Mais sur quoi on te censurait? Sur les aspects un peu trop militants, un peu trop... Non, la chanson qui a fait le plus débat de mon album, c'est une chanson qui s'appelle Mes copines, qui est une chanson qui tend vers, même si j'aime pas le terme que je trouve très galvaudé, mais qui est une chanson qui tend vers de l'hyperpop. Et on m'a dit mot pour mot, tu vas perdre tes fans, c'est pas bien, faut pas sortir ça et tout ça. Et finalement, la chanson est sortie parce que j'ai pas lâché. Et ça, c'est un vrai conseil pour les filles artistes qui sont là et qui ont soit des labels qui les réfrènent un peu dans leurs envies et tout ça. Pour moi, c'est le seul endroit où il faut pas plier. C'est le seul endroit où il faut faire preuve de courage et où il faut faire preuve d'affirmation. C'est en fait, si vous battez pas à cet endroit-là, le reste ça sert à rien, honnêtement. Il faut vraiment trouver la force de soit vous envoyer le manager, soit vous envoyer, je sais pas, une copine, un copain. Enfin, vous blindez, mais vous protégez votre travail en fait. C'est trop. Pour moi, c'est le plus nécessaire en vrai. Vraiment, c'est le seul endroit où il faut vraiment se battre, c'est quand vous dites cette chanson, elle est comme ça. Et elle n'est pas avec 3 points de BPM en plus et un couplet en moins. C'est que la chanson, elle reste comme ça. Et vraiment, vous vous battez pour ça. C'est le seul endroit où il faut se battre, vraiment. Voilà. Le reste, l'image, on s'en branle complètement. La musique, c'est le seul. Si vous faites une image de merde et que la chanson, elle est bien et qu'elle sonne comme votre cœur, la chanson, les gens vont écouter la chanson. Donc, voilà. La musique, ça pénètre dans les cœurs de ouf. Je suis grave d'accord avec ça. On sent tout de suite quand c'est sincère. Il y a des petits applaudissements dans le public, ça fait trop du bien. Si vraiment faites ça, les filles. Après, tu dis, t'as parlé aussi de l'image, et c'est vrai qu'on sait que dans la musique, pour avoir interviewé énormément de meufs, je pense notamment à des choses que m'avait raconté Iseult, du monde de la musique, il y a aussi cette espèce d'idée que la pop star, elle est forcément à moitié à poil, elle est forcément hyper, à moitié à poil sans forcément le vouloir, parce qu'on adore les meufs à moitié à poil, évidemment, il n'y a aucun problème, mais sauf quand c'est un manager véreux qui lui fait raccourcir son short pour vendre plus d'albums, là c'est moins drôle. Il y a aussi eu Me Too Music, on sait qu'il y a eu pas mal de violences sexuelles dans le monde de la musique, qui est encore un milieu extrêmement masculin. Est-ce que contre ça, tu as aussi mis en place certaines stratégies pour pas être sexualisée, pour pas être objectifiée? Ouais, honnêtement, moi, dans mon équipe choisie et pas imposée, il y a que des femmes. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout ces problématiques-là, sauf si j'ai oublié un truc, mais j'ai vraiment pas eu du tout ces problématiques-là parce que ma directrice artistique, c'est une femme, ma manageuse, c'est une femme. Sur ma tournée, moi, je fais de la discrimination féminine, il y a que des filles. Voilà, en studio maintenant, je bosse que avec des filles. Voilà. T'as réglé le problème, quoi. Franchement, pour l'instant, j'ai plus ou moins réglé le problème. Voilà.
Merci pour ça, Yoa, franchement. C'est trop bien. Je voulais quand même qu'on prenne un moment important pour parler d'une autre étape de la création, de la vie d'une artiste, c'est la réception. Finalement, parfois, créer, c'est un processus assez joyeux. Distribuer, mettre en place, ok, c'est laborieux, c'est long, c'est dur, mais voilà, on va jusqu'au bout. Et après, d'un seul coup, notre œuvre nous échappe, elle tombe dans le public et dans les réseaux sociaux. Et je sais qu'Amélie, on avait échangé rapidement toutes les deux, on s'est croisés dans un train la semaine dernière pour raconter nos vies un petit peu. Et l'aspect qui était venu à l'esprit en premier quand on parlait de cette table ronde, c'est l'exposition médiatique. Toi, c'est vrai que tu as été propulsée sur le devant de la scène, tu as eu plein d'interviews, plein de projecteurs braqués sur toi au moment du Festival de Cannes, et tu as dit c'est trop. Qu'est-ce qui était trop ? C'est trop déjà parce que le métier que j'ai choisi de faire, qui est cinéaste, il n'est pas amené à être au devant de la scène, en tout cas dans mon esprit. Moi, je suis là pour écrire des films, les réaliser, et j'avais pas anticipé ce truc-là. Ce qui est trop, c'est qu'en fait, cette personne réalisatrice, festival de Cannes, coiffée, maquillée, habillée, est la même personne que la gamine de 14 ans qui aime pas son reflet dans le miroir au collège, que moi-même qui écris mon film en semi-pyjama, en me lavant pas les cheveux, parce que je me dis, aujourd'hui je croise personne, je peux ne pas me laver les cheveux. Et donc d'un coup, on a un rapport à son physique qui est hyper violent, hyper rapide. En plus, dans mon cas, ils ont annoncé que le film ouvrait le festival mi-avril et le festival c'était mi-mai. Donc d'un coup, en 4 semaines, tout est très à vue et ça vient chercher quelque chose de très intime et qui était jusque-là pas du tout exposé. Et du coup, ça vient toucher très fort cette éducation, qui peut-être est pas genrée, j'en sais rien, mais que moi j'ai ressenti ce côté bonne fille, bien élevée, polie, gentille, bien coiffée, qui présente bien. Enfin, je sais pas ce que j'ai avec mes cheveux là. Mais et du coup, il y avait vraiment une injonction à être. Disons que j'avais fort la sensation que là, on me laissait un espace et qu'on me le laisserait pas 2 fois, quoi. Et par exemple, c'était pas sur le physique, mais quand je suis arrivée à Cannes, je suis arrivée le soir vers 1h du matin. Le film était projeté le lendemain. Et donc le matin, quand je me lève, il y avait des interviews tout le temps jusqu'au milieu d'après-midi. Déjà, ça peut paraître anodin, mais enfin moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, et en fin de matinée, on me dit, ah là, il y a un direct sur France Info. Donc vas-y. Donc je vais dans une petite salle, on me met un casque, c'est en duplex parce que le journaliste est à Paris. Et ça part. Et donc là, je suis en conversation avec quelqu'un que je ne vois pas. Et le mec me dit et donc, procès Depardieu, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, waouh, le seul truc que... En plus, il y avait plusieurs procès, je savais pas exactement où on en était, de quoi il s'agissait. Et j'ai essayé de répondre d'une certaine façon. Et il a remis le sujet 3 fois. Et le seul truc auquel je pensais à ce moment-là, c'est « Ah la vache !» Il suffit d'une erreur de ma part et c'est terminé. Et donc j'avais l'impression d'être une espèce de victime collatérale d'un truc qui m'échappait totalement, qui était pas mon endroit. Et pour moi, il n'y avait aucune raison de venir me chercher sur ce terrain-là. Ou alors, il aurait fallu me prévenir que je puisse savoir quoi dire et pas passer pour une abrutie. Et ça fait partie des choses que j'ai trouvées violentes dans le côté... Évidemment que personne m'attend le couteau entre les dents, mais il y a une place, elle est maintenant. Et par contre, le droit à l'erreur, il m'apparaissait très, très faible. Ah ouais, mais je pense que tu as raison. T'aurais fait une bourde, t'aurais dit un truc qu'il fallait pas dire, t'aurais touché à l'honneur de la France, comme nous a décrit Macron, notre ami Depardieu, qui a été donc d'ailleurs reconnu coupable de violences sexuelles sur plusieurs femmes. T'aurais pu effectivement passer à la moulinette des réseaux sociaux et voir tout ton travail, tout ton film complètement gâché par ça. Donc ce sentiment de pas avoir droit à l'erreur, je crois qu'il était assez justifié. Et puis le cinéma, c'est aussi un milieu où il y a une espèce
d'art de la critique un peu acerbe. Enfin, la critique de cinéma, c'est la critique par excellence, quoi. Est-ce que tu as l'impression aussi qu'il peut y avoir parfois une forme de sexisme ou une façon de lire ton travail ou d'écrire sur ton travail un petit peu différente? J'ai eu la chance que la réception critique s'est plutôt bien déroulée, mais en effet, c'était ma grande crainte, c'est-à-dire que cette place qu'on octroyait au film soit un cadeau empoisonné. D'un coup, ça donnait une exposition qui me faisait aussi hyper flipper, parce que ça peut être assez puissant. Mais non, je me souviens pas, à part ce qu'on a dit, qui est... En fait, on m'a jamais attaqué frontalement, mais quand on se retrouve à ne pas parler de son travail de cinéaste, mais à parler de... Est-ce qu'on a un amour personnel qu'on a laissé dans notre enfance? Est-ce que on s'entend bien avec nos parents? Est-ce que... Enfin, en fait, moi, je m'attendais pas à ces questions-là. Je veux dire, c'est pas... J'ai fait un film, on parle du film. Genre, je suis pas là pour dire si je regrette un amour passé, quoi. Et ça, moi, je pense que c'est du sexisme. Mais tout comme l'histoire que je racontais tout à l'heure, si on dit « Ah bah, ce film, ça va être l'histoire d'une femme qui veut pas d'enfant et qui va essayer de tracer sa route avec cette non-envie-là », ça devient politique. Alors que si j'avais dit c'est l'histoire d'un homme qui veut pas d'enfant et qui va tracer sa route avec cette non-envie-là, il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Ouais, et puis en plus d'une œuvre de 40 ans, enfin, il y a quand même aussi quelque chose dans l'ordre des représentations et de ce que tu as créé comme personnage qui était en fait complètement novateur et vraiment nouveau, quoi. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que les gens se rendent pas forcément compte. Par exemple, on m'a beaucoup dit sur ce personnage, mais du coup, je le prenais en plus pour moi, vu que j'ai le même âge que le personnage. Ah, mais donc, elle est passionnée par son métier. C'est une femme qui est chef cuistot. Elle est passionnée par son métier, donc elle veut pas d'enfant parce qu'en fait, elle est ambitieuse, elle veut avant tout réussir professionnellement. Elle se dit que l'enfant va pas lui permettre ça et tout. Vraiment, j'étais là. Enfin, surtout que moi, j'ai 2 gosses. Et ça, c'est des questions que les gens te posent en détente, quoi. Vraiment, sans voir le problème avec ça. On m'a aussi demandé, et donc pour Cannes, est-ce que tu vas te teindre les cheveux? Waouh! Enfin, rapport à ta sublime mèche blanche, oui, peut-être les gens en podcast ne voient pas. C'est incroyable. Hein. Mais ça, c'est hyper intéressant et c'est un petit peu aussi là, que je voulais t'emmener aussi, Chloé, à la suite. En fait, j'avais aussi entendu, qui c'est qui avait dit ça? Je sais plus quelle comédienne avait dit, en fait, se préparer pour le festival de Cannes, pour le tapis rouge à Cannes, pour une meuf, c'est une journée entière. Faut trouver la robe, faut trouver les chaussures, faut aller chez le coiffeur, faut se maquiller. Un mec, c'est un costard, un smoking. Ils ont tous habillé pareil. Il y a même pas besoin de réfléchir à ce qu'ils doivent porter. Ils ont déjà le mode d'emploi. Et je voulais venir vers toi, Chloé, parce que il y a des enjeux aussi quand on promeut un livre, en fait, des enjeux vraiment purement matériels. Tout à l'heure, on parlait de nos déplacements en train, d'aller dans les librairies, dans les festivals et tout. Et en fait, toute cette partie-là, elle peut représenter une charge mentale supplémentaire, en fait. Les déplacements, les trains, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et en plus, en étant une personne avec des troubles psy, en étant dans sa vie, à certains moments de sa vie, enfin... comment tu vis tout ça et comment tu survis surtout à tout ça? J'ai la chance d'avoir un éditeur et une équipe éditoriale au Seuil qui me préservent beaucoup. Donc, par rapport aux copines, je fais un tiers du taf pour le service après-vente. Mais c'est aussi parce que je suis pas bien dans la foule, les salons sous chapiteaux. En fait, le truc aussi, c'est que depuis tout à l'heure, l'une comme l'autre, vous avez utilisé à raison le terme d'industrie pour votre discipline. En édition, on dit le marché de l'édition et pas l'industrie. Et en fait, du coup, je pense que nous sommes infiniment moins aliénés ou en tout cas piégés, écrabouillés, contraintes en littérature parce que les enjeux on a moins d'interlocuteurs, les enjeux sont pas les mêmes et quand bien même je suffoque au bout d'une heure maximum à être derrière ma petite table avec les bouquins à attendre le chaland comme une espèce de vendeuse de poissons, mais ça a rien à voir avec une journée à Cannes.
Enfin, je sais pas, je suis jury dans le prix décembre. En plus, bon, moi, j'aime bien me saper, donc mais bon, par contre, ouais, enfin, faut pas que ça prenne 10 ans non plus, mais on n'a pas ces protocoles, on n'a pas, ça fait rêver pas, enfin, l'édition est un milieu dont les statistiques, je crois qu'on a un Français sur 5 ou une Française sur 5 qui a écrit un roman qui est dans le tiroir, et il y a le syndrome Victor Hugo. Donc, il y a un capital symbolique, mais il s'arrête là. Quoi, le syndrome Victor Hugo? Qu'est-ce que tu as c'est-à-dire qu'en fait, dans les stades de quel métier vous voudriez faire de rêve et tout, il y a souvent l'écrivain, alors que c'est un métier qui est hyper solitaire, pas du tout sexy. Personne gagne d'argent, faut vraiment très peu de monde. On est tout, enfin, à part, je sais pas, allez, on va dire une 50aine de personnes, mais qui de toute façon avaient déjà du fric par les parents morts. On est des crevards, en fait. Enfin, je sais pas. Bon, après, bon, les avaleurs que j'ai, je les claque dans des chaussures Patricia Blanchet, ce qui est pas une super idée non plus, mais ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Et puis, on n'a pas, à part Amélie Nothomb, qui est un personnage, qui est hypermnésique, qui a vraiment un lectorat et tout ça. Mais, on n'est pas, enfin, ça a rien à voir. On nous reconnaît pas dans la rue si on n'a pas fait de télé. Et enfin, j'entends par exemple Bec Bédé ou Christine Angot ou des personnes qui ont fait le métier de présentateur à un moment donné, enfin, ou de chroniqueur. Si on a arrêté dans la rue, ça peut pas être un truc chiant et ça sera pas un autographe. Enfin, c'est pas incarné de la même manière. Et du coup, le rapport de d'être une femme là-dedans, c'est aussi un peu différent parce que une écrivaine, d'abord, la carrière, on n'a pas de problème d'agisme. Moi, je me prends à peu près 10 kilos tous les 5 ans et je maigris plus. Ça joue en rien. On peut être grosse et moche quand on est autrice. Alors réal, peut-être, oui. T'aurais le droit. Mais c'est vrai que musicienne, c'est compliqué, les injonctions, les trucs. On est plus libre, en fait, chez nous. Mais j'étais en train de me dire, par rapport à ce que vient de nous raconter Amélie sur le procès de Pardieu, la question là sur le cheveu sur la souplesse de la promo de son film, en tant qu'écrivaine, par contre, il va y avoir cette espèce d'injonction ou de demande de commenter l'actualité, de commenter le monde. Ils nous prennent pour des éditorialistes. Ouais, voilà. Ouais. Parce que je pense aussi qu'il y a une catégorie particulière que tu as vraiment incarnée, la première, mais récemment, qui s'est enrichie de Vanessa Springora, de Neige Sino, de Camille Kouchner, de femmes qui sont venues produire de la littérature, de la bonne littérature, des vrais sublimes romans récompensés, lus, vendus, qui parlent de violences sexuelles. Où d'un seul coup, toi, tu es une écrivaine, tu as écrit un roman, bon, inspiré de ta vie dans tous les cas que je viens de citer. 99% des bouquins. Voilà, mais parce qu'il faut bien qu'elles soient racontées quelque part, ces violences, puisque dans la société, tant qu'à avoir une petite merde, autant optimiser derrière aussi. Autant monétiser, quoi. Mais du coup, cette espèce de nécessité, c'est pas la même chose en fait de raconter des violences subies dans un roman, de passer 2 ans à ciseler des phrases et de se retrouver d'un seul coup sur un plateau de télé, devoir répondre à des questions, quoi. C'est pour ça qu'en 2001, j'ai genre 28 ans. C'est sur le cri du sablier qui est sur le féminicide. Mon père a tué ma mère, j'étais là. Le bouquin est là-dessus. Le mot féminicide est rentré dans le dictionnaire qu'en 2015. Donc j'étais assez désarmée. Et pour la promo, à l'époque, c'était l'émission d'Ardisson qui était phare. Et par rapport aux ventes d'aujourd'hui, une bonne presta d'Ardisson où on mouchait Bafi, on pouvait faire 8000 exemplaires. Donc les éditeurs étaient bien au taquet. Et j'ai refusé. Et je suis restée avec un chiffre pourri, mais j'ai pas pris de risque. En plus, Nelly Arcan y était passée, donc et puis ça lui a coûté la vie au final. Donc pas avec Ardisson, avec l'émission au Canada qui est la même version avec quelqu'un d'autre. Moi, il était hors de question que je me retrouve avec un bouquin qui était un bouquin stylistiquement de poésie, où le sujet était le féminicide en 2001 ouvrait, non, on n'en parlait pas, on disait drame conjugal, on disait il était fou d'amour, donc crime passionnel. Crime passionnel, je cherchais en disant ce truc, ça me revenait pas, et du coup j'allais pas prendre le risque de, puis je trouvais l'émission hyper vulgose, donc c'était pas possible.
pour qu'on me demande est-ce que Sucé s'est trompé ou qu'on me pose des questions sur mon passif de pute. Enfin, j'avais vraiment autre chose à foutre, quoi. Mais par contre, il a fallu, l'éditeur de l'époque était une maison plutôt petite. Avec Léo Cher, ça a été très très compliqué. J'ai passé une très mauvaise semaine. En plus, j'étais éditrice en même temps dans la maison. Et je crois qu'aujourd'hui, j'aurais gueulé harcèlement, quoi. Mais c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur le écrire de soi. Faut jamais perdre de vue pourquoi on fait ça, quoi. Pourquoi on en a besoin et ce qu'on a à défendre et qui on est, en fait. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a un point commun entre tous vos actes d'écriture qui est en fait ce qui est un peu la définition de l'art, en somme. Il y a cette espèce de période de repli, où on se coupe du monde, où on est dans une bulle, où il faut écouter que soi, il faut vraiment être dans la création. Comment toi tu vis ça, cette espèce de mouvement complètement contradictoire entre le dedans et le dehors? En fait, ça va bien avec ma pathologie, en fait, mine de rien. C'est-à-dire que quand je suis... l'intériorité, ça va de pair avec des cycles d'humeur. Mais c'est une vraie violence quand je suis un peu en down malgré les médocs de devoir faire un numéro de claquette. Et puis ce qui est un peu pénible aussi, ça c'est pareil quelle que soit la promo, c'est quand on en est j'en suis à ma 6e ou 7e librairie, c'est évident que même les questions qui seront posées, ou c'est pas une question, c'est une remarque, ça va être statistiquement, le sujet, tout ça. Et la difficulté, c'est de pas se mettre à s'entendre, sortir le truc. Et en même temps, on a un truc à défendre et pas obligatoirement 15 versions différentes. C'est ça qui me fatigue le plus, moi. Je suis pas fan de la spontanéité, mais le côté aller au taf. Ouais, parce que j'ai un problème avec le monde du travail. Donc, faut pas que j'ai l'impression d'aller au taf. Ouais. Et donc, du coup, ce que tu es en train de dire, peut-être que comme on tente aussi de distiller des conseils à un public, c'est en fait de aussi rester collé à soi dans ces moments-là. Ouais. Non, mais de toute façon, faut rester collé à soi tout le temps, quoi. C'est au point que je suis vraiment définitivement célibataire jusqu'à la fin des temps, quoi. Le coller à soi, à un moment donné, avec l'âge, la charge mentale de soi-même et de la siamoise, c'est suffisant, quoi. Et dans le boulot, non, mais parce que c'est vrai que la digression de 2 secondes, ça fait penser à ton livre aussi, mais on gagne un tiers de temps de plus quand on est célibataire, en fait, de travail. Donc quand le travail a un sens et que c'est un truc créatif, on réfléchira 2 fois quand il y a un red flag en face, quoi, en fait. On se crée l'espace, ouais. Même si tu racontes beaucoup d'histoires d'amour, souvent foireuses. Toujours pourri. C'est pour ça que j'arrête, arrivé à 50 balais, tu te dis mais t'as des réserves pour nous écrire des livres, apparemment, quand même. Et d'ailleurs, on va arriver sur le dernier volet de cette discussion. Et tiens, je vais rester avec toi, Chloé, parce que, en fait, je voulais vous demander vos outils. Vous le savez, on parle beaucoup de santé mentale, car c'est la grande cause 2025. Vous avez vu, tout a changé, tout va mieux. Les problèmes des parce qu'ils font des burn-out dans les entreprises et que du coup, la productivité française va pas bien. C'est pour ça que c'est cause nationale, c'est tout. T'as un salarié sur 4 qui est en burn-out, donc pendant ce temps-là, qui paye les factures. Voilà, c'est ça le vrai problème. Qui va payer les factures? Cela dit, je voulais que vous partagiez les unes et les autres, j'allais dire vos astuces, c'est pas du tout le bon mot, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour protéger votre santé mentale, pour continuer d'aller bien, de tenir sur la durée? Est-ce que tu as quelques conseils aussi abstraits ou concrets à partager avec nous, Chloé? Moi, j'ai une espèce de presque de routine sur la semaine, c'est que je me force à avoir une vie amicale, pas sociale, une vie amicale ou sororale, ou même si j'ai un tunnel énorme, et même si toute la semaine je suis allée dehors, comme ça m'est arrivé ces derniers temps avec la promo, et le temps de téléphone, de discussion avec mes amis aussi. Moi, c'est plus dans le lien. Mais parce qu'effectivement, pour le coup, ça, c'est le revers de la médaille du célibat. T'as pas Choupinou à la maison qui te fait des carottes râpées et qui te gratte la tête en te disant comment te sens-tu. Donc bon, faut... Mais il y a ça. Le temps à soi de silence,
Et le temps amical où en fait le regard bienveillant qui est donné, l'amour qui est apporté, et aussi parce qu'en période de promo, on n'est plus complètement soi non plus. Ça aide à coller à soi, en fait, le regard d'une amie qui te connaît comme une sœur, quoi. Ouais. Donc finalement, bizarrement, ça passe par autrui. Ouais, je pense. Enfin, pour ma part. Merci Chloé. Amélie, tu as mis en place, toi, quelque chose, une stratégie, même que ce soit en période de promo ou en période d'écriture. J'imagine que même le fait d'écrire chez soi ton prochain film qu'on a trop hâte de voir avec des enfants, etc., c'est pas forcément évident. Il y a de quoi aussi péter un câble. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes ressources? En fait, je suis complètement d'accord avec Chloé. J'ai l'impression que c'est le lien et le collectif. Moi, j'ai la chance de ne pas élever mes enfants seuls, donc j'ai de l'appui. Concrètement, ce qui m'empêche de travailler, c'est plus moi-même que mes enfants, qui maintenant sont grands et peuvent gérer. Mais le lien, l'amitié, c'est quand même ce qui m'a aidé à garder le cap, et j'étendrai ça à la sphère professionnelle. C'est-à-dire que du coup, bien s'entourer, travailler avec des gens en qui on a confiance, qui vont être bienveillants. Ce qui ne veut pas dire nous dire que tout va bien ou que tout est super. Non, c'est avoir le bon regard, savoir dire les choses correctement, et des gens qu'on estime. En fait, tout ça, ça aide. Et le collectif, moi, c'est quelque chose en lequel je crois fort. Par exemple, à un moment où, quand j'ai commencé à faire des films, où j'ai commencé à faire du court-métrage, etc., je trouvais que la place de réal était une place très solitaire, parce que c'est ce que tu dis, il y a des temps comme ça très différents les uns des autres, et puis aussi on passe beaucoup de temps à écrire seul, et d'un coup on est sur un plateau avec plein de gens, mais finalement on est toujours seul à occuper ce rôle-là. Donc on interagit avec d'autres, mais personne n'a la même appréciation que nous. Et du coup, aussi pour pallier à une certaine mise en concurrence possible que je sentais pouvoir germer entre tous les réals qui arrivent en même temps avec des premiers films. Là, à Cannes, par exemple, toutes les femmes réals qui arrivent en même temps. Et donc, de fait, je me suis mise à organiser des dîners avec d'autres réalisateurs, réalisatrices. Il y avait plus de réalisatrices pour finir, mais bon, dont certains, je les connaissais pas. Mais j'ai fait 3 dîners comme ça, 10-12 personnes à la maison, tranquille. Et en fait, ça m'a et ça nous a, je crois, beaucoup aidé de sentir qu'on était ensemble, et que ça, c'était assez fort et assez réconfortant. À la fois parce que professionnellement, on pouvait s'appeler pour se demander des choses, mais aussi parce que, en fait, on partage les mêmes choses, on passe par les mêmes... Et c'est aussi ce qui m'a le plus fait du bien à Cannes, en dehors du grand bain glamour dans lequel on est jeté, c'est d'un coup de pouvoir échanger avec d'autres réalisatrices, réalisateurs, et de se rendre compte qu'à différentes échelles de notoriété ou de carrière, on faisait le même métier. Et ça, d'échanger et de maintenir cet échange constant et de prendre soin de ça, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup, parce que ça détruit toutes les idées qui pourraient venir créer une mauvaise ambiance, quoi. Ça porte. Je pense que ça c'est vraiment, vraiment important, en fait. Je pense que tu nous donnes encore une fois une image de réagencement féministe des choses, quoi. On va pas, créer un groupe sur Slack ou créer une guilde ou je sais pas quoi. On va aller bouffer, en fait, à la maison et passer un moment beaucoup plus informel, familial. Oui, c'est ça. C'est aussi, on va se nourrir ensemble. Enfin, c'est aussi contrer l'idée. Bien sûr, on pourrait aussi se dire, faisons ensemble un petit film, mais c'est de pas tout rendre utile, de pas tout rendre monnayable, mais juste de passer un moment. Effectivement, moi j'adore manger, donc et préparer à manger pour les gens et d'être réunis autour d'une table. Du coup, t'as fait un repas pour 12. T'as fait quoi? Comment tu t'es couscous. débrouillée? Un couscous. Très bien vu. Excellent. Ça marche bonne bien. astuce santé mentale. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir partagé ça avec nous. Et Yoa, je me tourne vers toi. Je t'ai pas fait réagir parce que pour moi, ça va un peu tout d'un bloc. Je pense que réagir aux critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Toi, en tant qu'artiste musique, en plus en tant que jeune génération, t'es
plus confronté à ça que quiconque, je crois, dans ce panel. Comment tu gères à la fois les flux, aussi bien d'amour d'ailleurs que de haine, qui peuvent venir des réseaux sociaux, et comment tu fais attention à ta santé mentale? C'est un sujet que tu abordes dans ta musique. On en a parlé ensemble dans Folie Douce. On a fait un épisode ensemble où tu t'es vachement ouverte sur ces questions et je te remercie. Raconte-nous, toi, comment tu gères tout ça? Alors pour la première partie de la question, pour le rapport aux réseaux sociaux, à la réception de ce que je fais, qui je suis et tout ça, moi j'avoue que heureusement j'ai pas du tout un rapport... Enfin déjà en fait comme je suis pas... vous allez dire mais si, mais non, en vrai comme je suis pas connue, enfin je suis pas très très connue, donc en fait c'est pas du tout un problème. Enfin, je suis pas, j'ai jamais des gros raids de gens qui m'écrivent des trucs horribles et tout. Enfin, j'ai eu ça une fois parce que j'avais partagé des trucs sur la Palestine et j'avais refusé de jouer à un concert. Enfin, de partager la scène avec un artiste qui soutenait le régime de Netanyahou. Et là, j'avais eu vraiment un truc hardcore, mais c'est la seule fois où c'est la seule fois. Et donc en vérité, moi ça va. Mon seul conseil, c'est de pas regarder. Et quand ça m'est arrivé cet été, j'ai filé tous mes réseaux sociaux à mon copain et mes amis en fait. Et juste, j'ai pas regardé pendant une semaine et après voilà. Donc ça c'est ma petite astuce. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Ne lisez pas les commentaires. Non, mais oui, en vrai, franchement, ne lisez pas les... Enfin, c'est impossible de pas les lire, surtout quand on en reçoit plein, mais si vous pouvez essayer de vous protéger au max en lisant le moins possible, je dirais de faire ça. Et essayer de trouver un professionnel ou une professionnelle de la santé mentale pour en parler, parce que c'est important d'en parler. Voilà. Et la deuxième question... Après, toi, sur la question de la santé mentale, il y a aussi encore quelque chose de différent et de spécifique quand on est une femme artiste musicale. Il y a la scène. Alors toi, tu viens du théâtre, de la danse. T'as quand même beaucoup pratiqué la scène avant que tu fasses ton premier album. Et donc, il y a une nécessité d'être en forme physiquement. Enfin, à un moment donné, moi, quand je vois les femmes qui montent sur scène tous les soirs, là, je suis là, mais comment elles font pour être tout le temps là, ou les actrices de théâtre, ça me fait ça aussi. J'imagine qu'il y a une espèce de forme de discipline en fait à avoir dans comment tu prends soin de toi. Oui, grave, mais ça je pense que j'en reparlerai après, mais c'est marrant parce que par rapport à ce que tu disais Chloé, moi je suis 1000 fois plus fatiguée quand je suis en grosse période de promo, parce qu'en fait effectivement c'est pas du tout et puis c'est pas un truc instinctif. Si on n'aime pas faire ça naturellement, c'est vraiment la tannée du siècle. Et moi c'était mon cas. Moi j'ai fait du média training. Enfin j'ai pour m'aider parce que j'y arrivais pas toute seule. Et effectivement ça c'est beaucoup plus compliqué. Moi je suis dépressive. Je suis sous traitement et de temps en temps je suis en phase down. Et il y a genre un mois j'avais une très très grosse promo et le jour même j'étais tellement angoissée que j'ai vomi. Enfin, tu dois y aller et honorer le truc et faire semblant. Ça, c'est beaucoup plus compliqué en énergie que jouer, parce que faire la scène, au contraire, moi, ça me redonne c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quoi. C'est l'essence de ce que j'aime faire, donc ça me redonne beaucoup de force et de puissance, au contraire. Et oui, effectivement, du coup, moi, j'avoue que après moi, dans mon spectacle, je danse beaucoup en plus de chanter. Donc, effectivement, moi, après, je suis très chiante. Je déteste sortir. Si j'ai pas une obligation, je ne sors pas de chez moi. Et je bois pas, je prends pas de drogue et j'ai arrêté de fumer il y a 2 mois. Waouh, bravo. Voilà. Ouais, on applaudit limite. Et non, pour se protéger. Et en vrai, encore une fois, moi, je suis au début de. Enfin, genre, je considère pas qu'en 5 ans de carrière, j'ai des trucs à apprendre à vous tous et vous toutes ici. Donc, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et le reste, vous écoutez pas s'il y a des trucs qui vous semblent pas logiques dans ce que je dis. Mais
Mais en vérité, faites attention à votre corps physique parce que je sais pas, le marasme d'informations et de gens qui s'intéressent à vous quand vous faites de la musique, il est tellement énorme. Il y a des informations qui viennent de partout. Les sollicitations, elles sont tellement multiples, plurielles et incessantes que le corps finit forcément par être impacté. Donc, dès que vous avez rien à faire, honnêtement, ne faites rien. Mais genre, faites-le activement et reposez-vous, dormez. Franchement, c'est un peu con, mais c'est pas dans un truc de mode de vie healthy, c'est vraiment dans un truc de genre de se protéger et de prendre de la force parce qu'il faut de la force pour vivre correctement dans cette industrie-là. Aussi, vraiment, ça, c'est un vrai truc. Si ça vous prend la tête et tout, battez-vous aussi contre. En fait, tout l'aspect capitaliste de cette industrie, tout ce qui va être concurrentiel, compétitivité, vraiment, mais je vous en supplie, ça c'est on m'avait dit ça, j'aurais gagné tellement de temps, mais protégez-vous quand vous avez des pensées de comparaison, de rabaissement, chassez, comme quand vous chassez une crise d'angoisse et tout, vraiment battez-vous contre ça. Parce que c'est le fléau du siècle, quoi. Ça, vraiment, c'est un enfer. Chassez toutes ces pensées-là qui sont des parasites, qui vous servent à rien. La seule chose contre laquelle il faut être en compétition, c'est contre la version de nous-mêmes d'hier, en fait. Il faut juste chercher. La compétition, c'est de l'évolution, en fait, qu'il faut chercher. C'est pas de la compétitivité. Mais en fait, tous les aspects capitalistes de l'industrie, vraiment, je vous invite à les chasser le plus loin possible. Il n'y a pas une place pour une meuf. La preuve en est que au line-up de ce soir, il y a 6 artistes, 5. Il y a 7 artistes. Il n'y a pas une personne il y a pas une personne qui prend toute la place. Ça, même si les médias, les trucs et tout veulent vous l'imposer, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a Théodora, il y a Miki, il y a Clara Luciani, il y a Okelou, enfin qui sont des profils. Honnêtement, je pense qu'une soirée comme ça, avec des profils musicaux aussi multiples, peut-être que ça aurait été moins possible il y a 10 ans, en vrai. Donc en vrai, profitons aussi tout ensemble collectivement de cette ère où quand même j'ai l'impression qu'on est toutes plus les unes avec les autres que c'était le cas il y a 5 ans. C'était déjà pas le cas il y a 5 ans. Donc juste continuez. Je vous invite à être le plus anticapitaliste possible. Et quel bon conseil. Non mais en vrai c'est vrai, franchement, honnêtement, même si c'est des industries, gardons en vrai ça en tête entre nous parce que ça va que aider. Et voilà, enfin c'est tout. Et en vrai, protégez-vous aussi des trucs un peu. Enfin moi j'avoue que d'un point de vue, mais après c'est mes goûts et tout, mais moi je pense qu'en 5 ans j'ai jamais fait une soirée, un truc de, je sais pas, de réseautage, de machin et tout. Enfin moi j'avoue que j'ai mes amis qui sont pas dans la musique et que je me porte très bien comme ça et que. Enfin voilà, faites gaffe à pas être pollué parce qu'on est vite pollué par des trucs qui servent à rien, je trouve, dans cette industrie. Voilà, c'est tout. C'est un magnifique message, merci Yoa, et ça rejoint la sororité. Mais oui, applaudissons. Ça rejoint l'idée de sororité qui était à l'origine du premier bouquin collectif dirigé par Chloé, et c'est une idée vraiment en fait hyper puissante, quoi. C'est marrant parce qu'il y a un double mouvement qu'on décrit ici, c'est en fait coller à soi et aussi avec les autres dans le collectif, et j'adore cette image. Chloé? Ça a énormément. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'une question de génération, ça joue, mais même chez les femmes d'un certain âge. Il y a eu une modification. On est coordonnés, on est. Après, il y a le problème de la rivalité dans le boulot, mais ça, chez les romancières, c'est pareil aussi. Hein. On dirait que c'est bien sage, esprit de sérieux, puis je pense qu'on rentrerait dans les têtes, ça ressemblerait à un cartoon où tout le monde s'enfonce des fourchettes dans les yeux. Hein, donc. Mais c'est très le collectif est un truc effectivement qui. Mais chez les poétesses c'est plus le cas. Elles, ouais.
C'est surtout chez la nouvelle génération, elles sont arrivées massivement, elles se créent des scènes ouvertes ou des revues, et c'est pas pour avoir le pouvoir sur les copines et avoir un statut. Il y a en plus elles sont queer les 3/4 du temps, donc on est dans de l'intersectionnel, c'est hyper sain. Et c'est pour ça aussi que c'est ce que je suis éditorialement le plus, quoi. C'est plus agréable que les endroits du... Enfin, de toute façon, je préfère les poétesses aux romancières. Elles ont pas des cheveux de riches et elles sont plus rigolotes, quoi. Ouais, puis la poésie, ça se déclame, ça se partage, ça se lit tout. C'est incarné. Et c'est vrai que tes textes, pour les personnes ici qui connaissent pas, ils sont brodés de vers. Puis je les performe. Et tu souvent, les performes. Pour être dit, quoi. Tes textes, on a envie de les lire tout. Mon dernier tour de table, quel est... Je vous ai déjà posé la question, Yoa et Chloé, mais peut-être que vous allez pouvoir nous donner une nouvelle réponse. Quelle est, selon vous, la meilleure de toutes les thérapies ? La première qui a inspiré se lance. Ouais, la meilleure de toutes les thérapies. Je vais passer mon tour parce que ouais, je sais pas, moi, c'est le joint, quoi. Maintenant, on peut dire de CBD, tu vois, comme ça passe. Mais pour retrouver l'intériorité, la paix et tout, et faire le vide très vite, et être concentré très très vite derrière aussi. Parce que bon, moi c'est un peu Bob Marley à la maison quand même. En tout cas, toi, ça t'aide. Ça marche pas sur tout le monde, mais en tout cas, toi, ça t'aide. Ouais. Merci, Chloé. Pas un super conseil pour les jeunes enfants. Non, je conseille pas aux adolescents d'essayer, c'est pas ouf. Mais après, quand on se connaît bien, quand on connaît son cerveau, il y a certains pays où c'est un médicament et voilà, faut avoir conscience de l'effet que ça a sur le cerveau qui est réel, quoi. Oui, et puis vaut mieux du shit que de la bœuf parce que la bœuf, là, ça digresse et on est plus concentré. C'est vrai. Merci. Pardon. Apparemment, il y en a dans la salle qui voient très bien de quoi tu parles. Amélie, quelle est selon toi la meilleure de toutes les thérapies ? Du coup, j'ai envie de répondre l'alcool, mais bon, ça... Alors non, je plaisante. Attention, ne buvez pas, ne vous droguez pas, c'est mieux que non. Non, mais j'ai l'impression d'être Miss France et que je vais répondre l'amitié et la meilleure des thérapies. Ouais. Non, mais la bouffe, en vrai, notamment le petit carré de chocolat noir, c'est quand même assez puissant. Et la lumière, le soleil. Quand même, quand ça va pas, aller chercher la lumière, ça fait toujours du bien. Merci, Amélie. Yoa ? Franchement, honnêtement, j'allais dire dormir, mais je vais dire en fait, voilà. Juste dormir. Les gens qui me connaissent savent que je fais que dormir. Vraiment, je fais que dormir. Là, je serais en train de dormir si j'étais pas ici. Donc, je dirais dormir. Et je conseille un compte TikTok qui s'appelle Marie l'introvertie. Et c'est juste une meuf qui fait des vlogs chez elle, voilà. Trop bien, j'adore. C'est juste ça. Mais vive les introvertis, j'aime tellement. Elle est top. Vous avez fait le programme d'une soirée idéale, genre un joint, un carré de chocolat et dodo, quoi. Et TikTok. Moi, je signe. Merci infiniment à toutes les trois. C'était un bonheur d'échanger avec vous. Merci à vous d'avoir suivi la table ronde. Merci à Spotify, au programme Equal et particulièrement à Julie pour l'invitation. Bonne route à toutes celles qui sont dans la salle avec des carrières, des créations à venir. J'ai hâte de vous écouter. Merci à Yoa, Amélie Bonin et Chloé Delhomme pour leur passage dans Folie Douce. Et n'oubliez pas, si vous voulez écouter Folie Douce sans publicité, vous pouvez vous abonner à mon Substack. Ça s'appelle La Douceur et il y a un lien dans la description de l'épisode. Ah oui, et aussi nouveauté, maintenant Folie Douce est sur YouTube en vidéo si vous préférez regarder. Folie Douce est un podcast conçu, produit et animé par Lorraine Bastide, à la production et à la programmation Marie-Laurence Chéry, au montage et au mixage Marion Emery et le montage vidéo est signé Lou Ozanam Simon.
La musique du générique est une création originale d'Irma et les visuels sont de Louison Coulombe. Merci pour votre écoute. Retrouvez-moi sur Substack et sur les réseaux. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez votre temps.